que le joueur ne connaît pas l'action entreprise par l'autre joueur, mais il connaît les règles de jeu et donc certaines informations ou certaines parties du jeu sont connues par le joueur, certaines autres informations ne sont pas du tout connues par le joueur et donc on parle ici d'informations incomplètes. Si toutes les informations sont connues par tous les joueurs, on dit que c'est un jeu à information complète. On dit qu'un jeu est à information parfaite si les informations disponibles au sein du joueur sont correctes à 100%. Et on dit que le jeu est à information imparfaite si certaines informations sont connues d'une façon statistique et non pas parfaite. C'est-à-dire, par exemple, on prend l'exemple du jeu de paris sportif, par exemple. Là, nous avons des informations sur les équipes, mais ce sont des informations statistiques, c'est-à-dire, on sait que, par exemple, l'équipe A a gagné l'équipe B dans 90% des matchs. C'est une information statistique, mais qui est aussi imparfaite, c'est-à-dire, elle ne nous permet pas de dire si A va gagner ou pas, ou si A va jouer ça ou pas. On peut dire, par exemple, que A choisit pile, le joueur A choisit pile 90%, dans 90% des cas et face dans 10% des cas. C'est une information. On peut se baser sur cette information pour prendre une décision, mais c'est une information imparfaite et l'action qui sera entreprise par le joueur peut être différente par rapport à l'action qu'on a estimée. Et dans ce cas-là, on dit que l'information est une information statistique, une information imparfaite. Si par contre, toutes les informations dont disposent les joueurs sont des informations parfaites, là, on dit que le jeu est à information parfaite. Et la dernière question qu'il faut poser pour caractériser un jeu, est-ce que c'est un jeu à répétition ou pas? Donc, si le jeu est répété, l'issue du jeu peut changer parce que si un jeu est répété, un utilisateur va avoir moins de la volonté de trahir. Pourquoi? Parce qu'il pourra être puni après. Donc, un jeu, quand il n'est pas répété, on peut trahir l'autre joueur parce que de toute façon, on cherche à maximiser nos gains. Par contre, un jeu à répétition, là, il faut penser sur le long terme plutôt que sur le court terme. Pourquoi? Parce que prendre une décision qui pénalise un joueur peut engendrer des représailles, peut engendrer un mouvement ou une situation de vengeance de l'autre joueur qui va baisser nos gains futurs. Et donc, puisque nous, on s'intéresse à notre gain à l'issue du jeu qui est répété, en ce moment-là, il faut prendre en compte cette éventualité. Et donc, c'est pour ça que parmi les questions qu'on pose pour caractériser un jeu, est-ce que le jeu est à répétition ou pas? Donc, voilà les questions qu'il faut poser pour caractériser un jeu. Et donc, pour caractériser un jeu, on répète, donc, il faut déterminer les joueurs, les actions, le déroulement du jeu, la séquence de décisions, les gains pour chaque joueur, l'information, caractériser l'information disponible au sein des joueurs et déterminer si le jeu est à répétition ou pas. Commençons par définir l'utilité. L'utilité, c'est une hypothèse de base de la théorie des jeux et en considérant que les joueurs sont rationnels. Donc, une hypothèse de base de la théorie des jeux est de considérer que les joueurs sont rationnels, c'est-à-dire qu'ils tentent toujours de maximiser leurs gains. On appelle l'utilité la mesure de chaque situation aux yeux des joueurs. L'utilité n'est une mesure du gain matériel, monétaire, mais c'est plutôt une mesure subjective du contentement du joueur. Donc, l'utilité, c'est une valeur qui reflète le contentement du joueur ou la satisfaction du joueur. Ça ne veut pas dire que les joueurs
ils prennent leurs décisions sur la base de cette fonction d'utilité bien déterminée. Donc, cette utilité obtenue, c'est juste une valeur subjective qui permet de refléter le contentement du joueur et ce n'est pas forcément sur cette base-là que les joueurs raisonnent. C'est-à-dire, tout à l'heure dans le dilemme de prisonnier, si on change 1 par 7 et 5 par 10 et 0 par 3, on obtient le même résultat. C'est-à-dire, en changeant les utilités reçues par chaque joueur, c'est-à-dire le nombre d'années de prison, si on multiplie chaque nombre d'années de prison par 5 ou par 10 ou par un entier, tout en gardant les proportions des utilités, on obtient toujours le même résultat. Et donc, la fonction d'utilité ne veut pas dire forcément qu'il y a une valeur monétaire derrière ou un gain matériel derrière. Ça veut dire juste que les joueurs opèrent de la sorte. Ça permet juste de refléter la satisfaction du joueur. Utiliser une fonction d'utilité pour définir les préférences du joueur ne suppose pas que l'agent utilise forcément cette fonction, comme j'ai dit, mais qu'il raisonne conformément à un ensemble de conditions de rationalité définies par cette fonction d'utilité. Donc, je répète, la fonction d'utilité ne veut pas dire que les joueurs ou les agents utilisent forcément cette fonction, mais ça veut dire que le joueur raisonne conformément à un ensemble de conditions de rationalité définies par cette fonction d'utilité. En répondant à ces questions ou aux questions précédentes, un jeu stratégique se caractérise par un ensemble de jeux spécifiants. Donc, un jeu, il peut être un jeu coopératif ou un jeu non coopératif. Un jeu coopératif, c'est un jeu dans lequel les joueurs coopèrent. Ils échangent des informations, ils essaient de maximiser un objectif collectif ou une utilité collective. Un jeu non coopératif, c'est un jeu où chacun est pour soi et donc c'est l'inverse du jeu non coopératif. Le dilemme du prisonnier, c'est un jeu non coopératif parce que chaque joueur tente de maximiser son propre gain. Un jeu coopératif peut être par exemple un jeu de foot. Les joueurs dans une équipe de foot cherchent à maximiser un gain global collectif et donc ils sont dits des joueurs coopératifs et donc le jeu est appelé un jeu coopératif alors que un jeu de boxe par exemple c'est un jeu non coopératif, donc chaque joueur tente à maximiser son gain. Le jeu il est à décision simultanée ou séquentielle. Pour caractériser le jeu, il faut répondre à la question de tout à l'heure, quand le déroulement du jeu. Donc, ou bien le jeu est à décision simultanée, ou bien il est à décision séquentielle. Si le jeu est à décision séquentielle, cela veut dire que il y a un joueur ou un ensemble de joueurs observe l'action entreprise par les autres. Un jeu simultané ne veut pas dire que les joueurs doivent jouer en même temps à la fraction de seconde près. C'est juste que quand le jeu est simultané, les joueurs n'ont pas une information sur les actions entreprises par les autres joueurs. Ils n'observent pas les actions des autres joueurs. Ils prennent leurs décisions sans observer l'action des autres joueurs. Le jeu peut être à somme nulle ou à somme non nulle. Un exemple de jeu à somme nulle, c'est le jeu de poker. Donc, vous êtes en train de jouer le poker avec votre ami. Ce que vous gagnez est perdu par votre ami. Ce que gagne votre ami est perdu par vous. Et donc, si vous gagnez 100 euros, votre ami il va gagner moins 100 euros. Si vous gagnez 200 euros, votre ami va perdre 200 euros. Et donc, son utilité est de moins 200 euros. Et donc, si on somme les utilités des joueurs, on obtient toujours 0. Donc, ce type de jeu s'appelle jeu à somme nulle. D'autres jeux, par exemple, le dilemme de prisonnier, c'est un jeu à somme non nulle parce que, par exemple, à l'équilibre de Nash, la somme des utilités des joueurs est égale à 10.
Le jeu peut être statistique, comme j'ai dit tout à l'heure, donc peut être statique, donc il est joué en une seule fois, ce qu'on appelle one shot game, donc un jeu unique à un seul coup, ou peut-être un jeu répété. Et dans les jeux répétés, on distingue entre horizon fini ou horizon infini, c'est-à-dire est-ce qu'il est répété un nombre fini de fois ou est-ce qu'il est répété à l'infini. Quand on dit à l'infini, c'est-à-dire il est répété tellement de fois qu'on peut estimer que c'est infini. Le jeu peut être à information parfaite ou imparfaite, à information complète ou incomplète. J'ai expliqué tout à l'heure la différence entre le concept de parfaite ou pas et de complète ou pas. Et on distingue les jeux à 2 joueurs et les jeux à un joueur, tout simplement parce que pour les jeux à 2 joueurs, déjà, de un, nous avons beaucoup de situations où nous avons uniquement 2 joueurs, et de deux, parce qu'on a beaucoup de résultats, beaucoup plus de résultats pour les jeux à 2 joueurs que pour les jeux à un joueur. Donc, les résultats à notre disposition qui peuvent être appliqués directement sont beaucoup plus nombreuses. Les résultats sont beaucoup plus nombreux dans les jeux à 2 joueurs que dans les jeux à un joueur. Voilà donc pour la typologie de jeu. Donc, si je vous demande de caractériser un jeu, il faut choisir les bonnes caractéristiques, c'est-à-dire vous pouvez me dire que le jeu suivant, c'est un jeu non coopératif, séquentiel, à somme nulle, répété, à information incomplète et à 2 joueurs. Donc, en gros, il faut choisir une des caractéristiques pour chacun de ces niveaux-là pour caractériser un jeu. Voilà, donc on arrive à la fin de cette première partie qui est dédiée plutôt à l'introduction de la théorie des jeux, les motivations derrière l'étude de la théorie des jeux et la définition d'un jeu. Donc, est-ce qu'il y a des questions déjà? Est-ce qu'il y a des points que vous voulez qu'on approfondisse ou pas? Des questions? Si vous pensez que c'est beaucoup trop compliqué, il ne faut pas hésiter à le dire. Faut pas, quand je vous pose la question, est-ce qu'il y a des questions ou pas, cela veut dire aussi, est-ce qu'il y a des remarques ou pas? Euh, rien ne vous empêche de dire que tout n'est pas clair ou de dire que ça paraît ambigu, inutile. N'hésitez pas à donner vos remarques. On essaiera de rectifier le tir. Moi, ça ne me dérange pas. Si vous voulez que j'approfondisse plus une partie ou une autre, donc compris la différence entre information complète et parfaite. D'accord, parfait. Je réexplique encore une fois la différence entre information parfaite et complète. Je reprends l'exemple du dilemme de prisonnier. On prend par exemple ce dilemme de prisonnier. Dans ce dilemme de prisonnier, chaque joueur, il connaît quoi? Il connaît les actions qu'il peut prendre, donc avouer ou nier, les actions que l'autre joueur peut prendre, avouer ou nier. Il connaît les règles de jeu, donc s'il avoue et que l'autre avoue, etc. Donc il connaît les règles de jeu, il connaît l'utilité dans chaque situation du jeu. Donc soit c'est 5-5, soit c'est 1-1, soit c'est 0-7, etc. Et voilà, donc